Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Bonne année, 52e jour de course sur ce Vendée Globe. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur les 2 derniers jours. Ça va, il n'y a pas eu trop d'informations qu'on a ratées pour ce 1er janvier. On va parler du trophée Jules Verne et puis on va parler du Vendée Globe également. Ce soir, il n'y aura pas de présentation cyclisme parce que je pensais faire la présentation cyclisme ce soir à 21h, mais en gros, il me manque encore des informations, donc ça sera plutôt demain qu'on s'attellera à ça. Par contre, vidéo de présentation du Dakar, que je vais enregistrer juste après, où on va parler des concurrents, on parlera des différentes catégories du parcours avant le départ du prologue qui aura lieu le 3 janvier, c'est-à-dire vendredi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, du Dakar, du biathlon, du Vendée Globe. Enfin voilà, le contenu de ce mois de janvier va être assez impressionnant. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. Et puis, plus vous cliquez rapidement sur notification sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. On commence tout de suite par ce trophée Jules Verne avec l'information des dernières heures. Eh bien, comme vous pouvez le voir, Sodebo a passé le cap de Bonne-Espérance. Premier cap de ce Tour du Monde, je rappelle en équipage, de cette tentative de record du monde en Tour en équipage. Donc 570 000 d'avance désormais pour Sodebo à 15 heures avec 1055 km à peu près, ce qui fait environ 18 heures je pense d'avance. Si on regarde le temps du record, enfin le temps de qu'a fait Francis Joyon il y a 8 ans quasiment, eh bien, ça fait une avance de 15h37. Voilà. Ah non, ils avaient 15h37 pardon, d'avance. Ils ont désormais 1 jour, 4h17 d'avance pardon, sur Idexport. Donc 1 jour, 4h17 d'avance, c'est-à-dire 28 heures d'avance par rapport au temps du record. Donc voilà, ils ont un petit peu augmenté leur avance grâce à cette dépression qu'ils ont récupérée assez tôt dans l'Atlantique Sud, ce qui les a catapultés, comme je vous l'avais dit, vers le cap de Bonne-Espérance. On peut voir que du côté de la situation météo, même, ils sont toujours en fait sur cette même dépression qu'ils ont récupérée ici et qui les a envoyés là. Et désormais, ça va être un peu plus compliqué dans les heures à venir avec cette entrée d'océan Indien. Ils ne sont pas encore passés dans l'Indien, puisque l'Indien, c'est le cap des Aiguilles, donc ils sont quasiment dans l'Indien, hein, quasiment dans l'Indien, mais pas encore pour cette deuxième mer, qui est peut-être la mer la plus redoutée avec ces bateaux à foil, ces bateaux dernière génération du côté des ultimes, parce que on le sait, déjà Sodebo a arrêté une tentative de record du côté de cet océan Indien. Comme la mer est souvent croisée, ça a tendance à casser les foils, et on sait très bien que ces bateaux-là, s'ils n'ont pas de foil, ils ne peuvent pas fonctionner correctement. C'est très compliqué dès qu'il y a un foil qui casse, donc c'est presque la fin du record. Et autant vous dire que quand on arrive donc 3-4 janvier et qu'on abandonne, c'est fin de possibilité de tentative, parce qu'à partir de février, comme dans les mers du Sud, on commence à terminer l'été austral, eh bien, ça veut dire que les conditions de mer deviennent très compliquées. Donc, à part miracle, normalement, on repart pas en février. Les dernières tentatives, c'est souvent janvier, les tentatives de départ. Donc ensuite, c'est finito pour une tentative de Jules Verne. Et autant vous dire que si vous abandonnez le 6, même si c'est pas un gros problème, et que par exemple vous vous retrouvez à La Réunion, le temps de faire Réunion vers Brest, eh bien, enfin vers Lorient, même le port d'attache, c'est très long, ça va prendre une vingtaine de jours, autant vous dire qu'on va être limite au niveau des délais, donc il faut mieux pas casser en ce moment. Du côté de SVR Lazartic, pour le moment, il n'y a pas eu de nouvelles informations sur une tentative de départ. Du côté de l'équipe de François Gabard, on n'a pas eu d'informations comme quoi il y aurait un stand-by
assez actif pour aller chercher la ligne de départ du côté de Brest. On regarde juste un petit peu le vent dans les prochaines heures pour eux. Donc vous voyez, ils vont essayer de continuer avec cette dépression parce que pour le moment, elle leur convient bien. Mais une dépression qui va avoir tendance à se renforcer légèrement. C'est vraiment très léger. Donc dans les heures à venir, l'idée, ça va être de continuer à suivre cette dépression. Heureusement pour eux, en fait, la dépression d'après est très forte, certes. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de zone de transition entre ces deux dépressions. La zone de transition est assez molle. Par contre, celle-là est beaucoup plus forte que la première. Donc c'est vrai que la première, elle permet d'avoir des conditions de mer qui sont pas trop compliquées. Vous voyez, là, c'est 3 mètres de mer, alors que là, c'est 3,80 m, 4 mètres. Donc des conditions plus musclées. Donc l'idée, ça va être, je pense, plutôt de rester nord pour le moment dans cet océan Indien pour aller peut-être plonger un petit peu plus sud ensuite. En sachant que pour le moment, les icebergs sont plutôt très hauts du côté de l'océan Indien, du côté du point Nemo, vu ce qu'on voit du côté du Vendée Globe. Donc ça sera pas évident de ce côté-là. On passe à la météo sur ce Vendée Globe. Et vous voyez que pour les concurrents de tête, ça reste toujours aussi difficile avec du vent qui reste timide. Mais encore une fois, ça reste un classique du côté de ces remontées de l'Atlantique. Avec Charlie Dalin donc, qui a renforcé son avance sur les 48 dernières heures. Si on regarde le jour 50, nous on était au jour 50. Eh bien, à ce moment-là, Charlie Dalin revenait très fort sur Johan Richomme. Il a même déposé à un moment Johan Richomme dans ces conditions de vent assez légères, mais des conditions de vent qui plaisent bien à Massif. On le sait, on l'avait vu déjà à la sortie du Poteau Noir, par exemple. C'est un bateau qui est très performant dans ce genre de conditions. Donc avec une avance qui a largement augmenté sur Johan Richomme, mais j'ai envie de dire un petit peu comme un classique sur ce Vendée Globe, eh bien l'écart se réduit et Johan Richomme a tendance à légèrement revenir de l'arrière pour le moment, mais il y a quand même un petit écart qui s'est formé entre les deux. Derrière, Sébastien Simon n'arrive pas à suivre la cadence parce que Sébastien Simon, il est à l'arrêt complet quasiment, 11 000 seulement, et tout simplement parce que il est dans une zone sans vent, et cette zone sans vent, elle va avoir tendance à pas énormément bouger dans les 24 prochaines heures, donc ça devrait pas être fameux normalement demain quand on fera un point sur la course. Derrière, ça devrait permettre à Thomas Ruyant de remonter. Le petit groupe derrière devrait enfin avoir une chouille un peu plus de vent, mais il va peut-être falloir un petit peu s'éloigner de la route idéale pour les petits camarades de derrière, alors que Thomas Ruyant, lui, devrait pouvoir rester sur cette ligne-là, mais avec quand même du vent assez fort. Navigation près, il faut toujours faire attention de ne pas endommager trop le matériel du côté de Thomas Ruyant. Derrière, eh bien, enfin un petit peu de vent parce que Dutreux et Clarisse Kremer ont vu le retour de Samantha Davis sur les dernières heures. Et donc là, on devrait avoir un petit peu plus de vent qui devrait leur permettre enfin de passer le Cap Horn, parce que ça a été compliqué sur les dernières heures pour Dutreux et Clarisse Kremer, pour Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer. Donc voilà, dans les prochaines heures, un petit peu de vent pour enfin passer ce Cap Horn. Derrière, si on retrouve le groupe Romain Attanasio, donc vous voyez, la dépression forte est passée. Normalement, des conditions qui devraient être plutôt manœuvrables pour passer le Cap Horn pour eux, c'est-à-dire pas du vent trop fort, des conditions de mer, si vous voyez, dans 30 heures, 35 heures, qui devraient être costaud, mais pas non plus, c'est pas plus de 5 mètres de vague. Donc ça devrait être des conditions musclées, mais plutôt manœuvrables, parce qu'on a eu parfois pire du côté du Cap Horn, donc avec du vent, certes, mais on devrait pouvoir passer. La route ne devrait pas être bloquée, donc Jean Le Cam devrait pouvoir encore accentuer son avance sur le petit groupe de 3 derrière, qui lui aura peut-être des conditions un petit peu plus légères en termes de vent. Et pour le groupe Benjamin Ferré et les petits camarades derrière, eh bien en ce moment il y a un petit peu de vent, il y a surtout des icebergs et on en reparlera. Et le vent qui va avancer, mais toujours avec cette zone de molle, cette zone, on va dire, de faible vent qui est au-dessus, ce qui fait que ça ne leur permet pas vraiment de pouvoir jouer énormément en hauteur, donc sur du nord-sud. Ils sont un peu bloqués par cette zone de molle à chaque fois pour avancer.
donc ce qui rend la course un petit peu compliquée et ce qui fait qu'il faut surtout pas rentrer dans cette zone de molle. Ça va encore être le cas, voilà, vous voyez, pour les 24 prochaines heures. Ensuite, cette zone devrait commencer à disparaître au fur et à mesure et ça devrait être un peu plus facile à gérer. Oliver Air, bah lui il est empêtré dans une zone de molle depuis au moins 4 jours, 5 jours pour le Suisse. Donc là c'est très compliqué parce que il voit le petit groupe de devant s'éloigner et il voit surtout les petits camarades de derrière revenir parce que Jing Kunchu, le chinois, va vite parce qu'Antoine Cornic, lui, est encore un petit peu arrêté. Vous voyez, il fait une très très belle journée. Hein. Jing Kunchu, on reviendra sur sa belle journée, sur ses 24-48 dernières heures très intéressantes, vu qu'il a vraiment distancé Amedeo et Cousin, qui je rappelle sont sur des bateaux de plus ancienne génération, qui sont également pas mal. Et puis Denis Van Winberg, lui, a réussi à rentrer bien dans le Pacifique. Et donc, ça veut dire que le dernier concurrent est dans le Pacifique, quand le premier eh bien, est dans l'Atlantique Sud. Hein, vous voyez toujours un écart important. Quasiment, voilà, 7500 milles d'écart. Ça va se rapprocher peut-être demain des 8000 milles de retard pour Denise Van Winberg, le Belge. Tiens, on va revenir sur Denise Van Winberg. Denise Van Winberg qui, pour fêter le passage à la nouvelle année, a décidé de se jeter un seau d'eau froide sur la tête pour parler notamment des bains givrés qui se déroulent du côté des Sables d'Olonne et donc de ses copains qui font des bains givrés. Alors, il n'y a pas qu'aux Sables d'Olonne, hein, il y a à Nice aussi en France où vous avez des personnes voilà, qui décident de se baigner le premier jour de l'année. Je crois que ça existe également dans le Nord, en Belgique aussi. Je crois que c'est fait aussi ce genre de choses. Donc voilà, un petit bain matinal pour la Belgique, un peu moins matinal pour lui, pour célébrer le passage à la nouvelle année. Il fallait être courageux quand même, ou un peu fou du côté de Denise Van Winberg. Mais encore une fois, hein, 275 000 de parcourus. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup hein, des derniers, hein, je le sais, hein, vous savez qu'on me le marque plusieurs fois dans les commentaires. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de respect, parce que déjà pour moi quand tu finis un Vendée Globe, c'est pas n'importe quoi, c'est comme finir un Dakar, c'est des épreuves très longues, très dures, qui restent très compliquées, ou finir un grand tour dans le cyclisme. Voilà, 3 semaines de course, c'est pas anodin. Mais du côté de Denise Van Winberg, je trouve quand même que c'est là où on voit le niveau de professionnalisme désormais qu'on a sur un Vendée Globe, parce que je trouve que si on compare à Sébastien Destrumeau, si on compare à même d'autres concurrents qui étaient dans les dernières places des Vendée Globe précédents, je trouve on a déjà un bon rythme quand même de course. Je ne sais pas combien il fera, hein, Van Winberg, il a 52 jours, mais il sera peut-être en dessous des... Alors il y reste quoi, le Pacifique? Pacifique ça va être 15 jours, à peu près 15-20 jours. Allez, remonter de l'Atlantique Sud, il lui reste 50 jours de course max, c'est-à-dire qu'il sera à 100 jours au final. 100 jours, 105 jours de course, ce qui est pas mal, quoi. Quand on compare sur les autres Vendée Globe, on va avoir peu de concurrents qui vont être au-delà de 100 jours. À une époque, 100 jours, c'était la victoire hein, sur le Vendée. Ça veut dire qu'il est en fait à une vingtaine de jours d'un Jean Le Cam il y a 4 ans. Alors certes, dans des conditions qui avaient été plus lentes, mais il n'est pas complètement largué, Dennis Van Winberg. C'est ça que je voulais dire dans la course. C'est vrai que là, il y a un gros rythme cette année, mais les Amedeo Cousin, ça navigue quand même. Ce ne sont pas des branquignoles, c'est juste que déjà les bateaux vont beaucoup plus vite, les bateaux de tête, ça c'est clair et net, mais surtout il y a un niveau cette année de professionnalisme qui est dingue. C'est vrai qu'on voit que ça va être compliqué désormais l'IMOCA pour ceux qui sont... ça sera très compliqué maintenant de gagner de gagner sans avoir d'expérience en classe 40, sans avoir d'expérience en solitaire du Figaro, et surtout même d'avoir un top 10 sans être passé par ces cases-là. Maintenant, ça va devenir obligatoire.
Et en fait, même quand tu t'aperçois dans le top 10, on a quand même des mecs qui ont déjà un Vendée Globe, qui ont déjà beaucoup d'expérience en voile. Parce que même Richomme, qui est pourtant à son premier Vendée Globe, ou Sam Goodchild, sont quand même des concurrents d'expérience. Même Justine Métro aussi a déjà beaucoup d'expérience en voile. Et ça va être de plus en plus compliqué pour les nouveaux arrivants d'être performants parce que la classe IMOCA est d'une densité dingue et surtout d'un niveau qui est assez énorme et ça va, je pense, pas diminuer dans les années à venir du côté de cette catégorie là. On poursuit également du côté de Manuel Cousin, petit repas de fête pour Manuel Cousin avec coup de pouce, un repas de fête mérité. Alors ça avec pas mal de concurrents pour le 24, pour le 31, parce qu'on sait que vous êtes loin de votre famille, donc c'est pas toujours simple. Alors même si maintenant vous pouvez faire des Skype, c'est vrai que c'était pas le cas il y a 20 ans, grâce aux méthodes de télécommunication, enfin Skype et autres. Hein. Vous avez Microsoft Teams, vous en avez plein, des trucs comme ça, où vous pouvez être, on va dire, un petit peu avec votre proche. Vous êtes quand même en solitaire, et il y a des journées où être en solo est plus compliqué que d'autres. Et je dirais que le 24 et le 31 sont des journées un petit peu plus compliquées dans ce genre de cas. Et c'est vrai que du côté de Manuel Cousin, avoir un repas, donc là il disait il avait un petit peu de foie gras, il avait, j'ai noté, du sanglier, et puis un petit peu de vin aussi. Alors il disait qu'il allait juste tremper les lèvres, hein, parce que bien entendu l'idée est quand même de ne pas être complètement bourré sur un bateau, parce que ça serait complètement inconscient de faire ce genre de choses, surtout en solitaire, mais même à deux, hein, c'est un truc complètement con. C'est se mettre énormément en danger. Et donc voilà, du côté de Manuel Cousin, petit repas de fête pour le concurrent sur coup de pouce qui est toujours devant Amedeo. Hein. C'est vrai que on aurait pu s'attendre à ce que Amedeo soit un petit peu devant lui. Non, il est toujours devant Amedeo, malgré que Fabrice Amedeo ait repris un petit peu de temps là, sur les 24 dernières heures. Hein. Vous voyez 283 000 contre 215, mais pour l'instant, il va vite quand même, Manuel Cousin, alors qu'il avait eu un gros problème en tout début d'océan Indien. Je ne sais même pas si c'était pas encore dans l'océan Atlantique. Je crois qu'on était encore dans l'océan Atlantique où il avait eu un gros problème sur son bateau. On poursuit du côté des concurrents, Denise Vandenberg, Manuel Cousin. Et on va passer à Sébastien Marcet. Sébastien Marcet, un petit peu de bricolage sur les dernières heures du côté de Sébastien Marcet, qui est dans le peloton. Hein, vous voyez, dans ce groupe-là, avec Louis Duc, avec un petit peu tout le monde, tous les bateaux à dérive droite, et plus Arnaud Boissière et Kojiro chez RHC. Problème d'hydrogénérateur. En fait, pas sur le système d'hydrogénérateur, ça n'est pas véritablement l'hydrogénérateur, mais en fait il y a un petit peu d'hydraulique au niveau de l'hydrogénérateur, et c'était là le problème. Donc il avait dit qu'il ferait encore un petit bain d'huile en ce 1er janvier, puisqu'il en a déjà fait pas mal. Sébastien Marcet, il a eu pas mal de soucis d'hydraulique. Et donc voilà, un petit peu de soucis également pour Sébastien Marcet, qui fait quand même une belle journée à 302 000 de parcouru, même si Benjamin Ferré est pas mal rapide sur les dernières heures. Mais on voit que tous les bateaux à dérive droite sont très proches en termes de vitesse en ce moment, même Violette d'Orange notamment. Tiens, en parlant de Violette d'Orange, hein, on en a peu parlé, mais c'est vrai que là aussi, hein, je parlais un petit peu de solitude chez les jeunes concurrents. C'est vrai que ce sentiment-là est peut-être un petit peu plus augmenté, encore une fois, parce que Violette d'Orange, je pense que d'habitude, c'est le 1er janvier, elle est passée un petit peu à faire la fête et à être avec ses amis, donc c'est encore plus compliqué, je pense, pour une Violette d'Orange, ou pour voilà, les concurrents qui ont moins de 40 ans, qui ne sont pas habitués forcément à être dans ce genre de situation. Donc voilà, il faut saluer la performance quand même qu'a fait Violette d'Orange, parce que 25e pour un premier Vendée, et encore une fois avec peu d'expérience en voile, parce que bon, elle a 8 ans de voile à peu près, je crois, 8 ou 9 ans de voile, donc encore peu d'expérience, mais déjà une très grande maturité chez Violette d'Orange. Ce qu'il faut signaler également. Sébastien Marcet, on en a parlé. Éric Bellion, tiens,
qui a fait une vacation hier. Eric Bellion qui disait qu'avec son bateau, déjà il était assez impressionné de ce qu'arrivait à faire Jean Le Cam, mais il savait que le bateau avait un potentiel, parce que je rappelle encore une fois que Standard One Altavia est en fait un sister ship de Tout commence en Finistère, et surtout il disait, Eric Bellion, que c'est un bateau qui est formidable, parce que en fait il a eu que des problèmes de safran au début, mais depuis qu'il a plus de problèmes de safran, il est vraiment au maximum des capacités de ses capacités de marin. Il disait qui sont peut-être même inférieures aux capacités du bateau. Mais du côté d'Eric Bellion, il disait que c'est un bateau qui est fantastique. Il a très peu utilisé le moteur depuis le départ. C'est-à-dire que c'est un bateau qui a aussi une particularité. Il a pas mal de panneaux solaires, alors même s'il en a moins que Coral Coleman, il en a notamment au niveau du mât, ce qui, je crois, est plutôt rare sur les bateaux. Les bateaux de tête n'en ont pas de panneaux solaires au niveau du mât. Et c'est vrai qu'il disait que ce qui fait qu'il a assez peu démarré le moteur. Et notamment dans l'Indien, il pensait être obligé d'utiliser à certains moments le moteur. Et non, il a réussi à éviter. Et pourtant, il dit il utilise le chauffage. Hein, il a les conditions de confort, on va dire, minimales requises. Mais il n'est pas obligé d'utiliser son moteur, donc il était très content de son bateau, Eric Bellion. Et puis on passe à Giancarlo Pedote. Problème technique pour Giancarlo avec des soucis de safran du côté de Giancarlo Pedote. En fait, le hook de safran, donc c'est un petit crochet qui permet de maintenir le safran, je pense, en position. Eh bien, le hook de safran est cassé, et en plus au même moment, encore une fois la loi de Murphy, eh bien, problème de moteur, et ce problème de moteur, ça lui a coûté énormément de temps, 16 heures, 17 heures de réparation du côté de Giancarlo Pedote pour réparer ce moteur, ce qui était loin d'être évident pour le concurrent italien sur Prysmian Group. Et puis on passe à Damien Seguin, on reviendra sur Benjamin Ferré un petit peu plus tard. Mais du côté de Damien Seguin, qui va extrêmement vite avec groupe Apécier, eh bien, disait les conditions étaient extrêmement toniques. C'est ce que disait également Romain Attanasio, qui est à ses côtés, c'est-à-dire il parlait de conditions où c'est même compliqué, par exemple, d'aller aux toilettes. C'est ce que disait Romain Attanasio, c'est-à-dire qu'aller aux toilettes devient extrêmement compliqué parce que ça tape dans tous les sens au niveau des bateaux. Et Damien Seguin lui disait son jour de l'an il le mangerait froid parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, c'est-à-dire que faire chauffer un plat peut devenir dangereux. Je ne sais pas si vous vous souvenez des problèmes il y a 4 ans du thé, du fameux thé de Clarisse Kremer, pour ceux qui s'en rappellent, qui s'était brûlé dans une zone intime, pour le dire joliment. Oui, vous pouvez vous faire très mal en vous brûlant, et notamment en vous brûlant dans des zones où c'est pas cool du tout. Alors déjà, la brûlure avec de l'eau à 90 degrés, c'est pas cool, mais ça peut être très dangereux, et encore plus sur un bateau, ça peut s'infecter. Donc il faut éviter de prendre des gros risques. Et donc Damien Seguin disait très clairement que là il mangerait froid parce que manger chaud était un petit peu trop dangereux. Et puis on termine avec une dernière information. Vous voyez donc la zone blanche, c'est la zone d'exclusion antarctique, on en a beaucoup parlé. C'est-à-dire que c'est une zone d'exclusion où vous avez des icebergs dans cette zone-là, et normalement, dans la zone de course, il n'y a pas d'iceberg. Normalement, il se peut de temps en temps qu'il y ait des trous dans la raquette, comme on dit, et c'est le cas pour Benjamin Ferré, ça a été le cas également pour Jean Le Cam. Heureusement, la direction de course est intervenue assez rapidement pour leur donner des informations sur des icebergs qui avaient été vus sur des images satellites dans les zones où ils se trouvaient. Donc on leur a donné l'information. Pour le moment, la direction de course est en train d'étudier ça attentivement pour voir s'il faut remonter ou descendre cette zone d'exclusion antarctique. Sauf que c'est très compliqué parce que si on la remonte là, tout cela, il se retrouve en pénalité. C'est-à-dire si vous remontez de 20 000, tout ce clan-là se retrouve en pénalité. Donc c'est très compliqué de pouvoir remonter la zone d'exclusion antarctique une fois que les concurrents sont dans le Pacifique ou même dans l'Indien, et une fois surtout qu'ils sont très bas. Parce que ça veut dire que sinon, ils se retrouvent en pénalité. Donc, et parfois, vous ne pouvez pas remonter comme vous voulez. Vous ne pouvez pas remonter plus nord. Ce n'est pas toujours possible. Mais voilà, Benjamin Ferré et à la fois Jean Le Cam ont eu des informations. Et vous pouvez voir notamment la vidéo de Benjamin Ferré.
qui explique bien comment ça se déroule. Donc voilà, il a des points GPS à peu près, il les met dans son logiciel de routage, voilà, pour lui indiquer. Et puis ça veut dire qu'il faut redoubler de vigilance, et parfois les concurrents, pour ne pas se faire avoir, décident de remonter un petit peu plus nord dans ce genre de cas. Mais pour le moment, Benjamin Ferré reste quand même très proche de cette zone d'exclusion antarctique, et pour Jean Lucam c'est la même chose aussi du côté de la course. Bon, on passe tout de suite au classement, du côté du classement de ce Vendée Globe. Pour le moment, Charlie Dalin est en tête, juste devant Johan Richomme, sous 53 000, hein, l'écart s'est un peu réduit. Encore une fois, je disais, par rapport à il y a 24 heures, où on était monté à plus de 200 000. Donc Johan Richomme, voilà, qui a fait 249 000 contre 297 000 pour Charlie Dalin. Donc Charlie Dalin a fait un petit peu plus en vitesse. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, l'écart s'est un petit peu réduit avec un Charlie Dalin qui pourtant n'a fait que 3000 de moins sur les 4 dernières heures que Johan Richomme. Mais encore une fois, la route idéale en rouge, il s'éloigne plus que Johan Richomme de la route idéale. Donc c'est ce qui fait ce décalage de positionnement. Et en VMC, il y a un nœud d'écart en VMC. Hein. Comme vous voyez, c'est 10,4 pour Richomme, 11,3 pour Dalin. Donc ça veut dire que même s'il fait 12,4 de moyenne, il n'est pas véritablement dans le bon sens de la course, dans le bon sens de la piste. Il est obligé un petit peu de s'écarter de la bonne piste, donc forcément il fait un petit peu plus de kilomètres. Vous savez, c'est comme sur, pour vous expliquer, hein, la différence, et la VMC, c'est un peu la vitesse. Si vous êtes couloir 1 en athlétisme, sur un 10 000 mètres, ça c'est la vitesse si vous étiez au couloir 1, la VMC. Puis ça c'est la vitesse là où vous vous trouvez. Donc par exemple, Charlie Dalin, il serait couloir 2. Là, un petit peu à l'extérieur, couloir 2 et couloir 3. Ce qui fait qu'il fait un peu plus de chemin pour faire un tour. En fait, il ne fait pas un 1500 mètres. Très clairement, il fait un 1600 mètres, un 1620 mètres en ce moment, Charlie Dalin. Donc c'est pour vous expliquer en fait la différence entre la vitesse classique et la vitesse VMC, qui est la vitesse en fait au niveau de l'intérieur de la piste d'athlétisme. Voilà. Du côté de Sébastien Simon, donc 400 000, donc l'avance a augmenté pour les deux concurrents de tête par rapport à Sébastien Simon. Par contre, bonne nouvelle hein, pour Sébastien Simon, malgré le fait qu'il est à l'arrêt hein, depuis 4-5 heures, hein, c'est très compliqué pour lui d'avancer. Hein, vous voyez 11 000 pardon, de parcours sur les 4 dernières heures, 187 000 parcours sur les 24 dernières heures. Thomas Ruyant est toujours à 1000. Donc c'est-à-dire Thomas Ruyant reste toujours à plus de 2 jours de navigation. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle derrière pour lui. Thomas Ruyant, lui a repris un petit peu de vitesse. Hein, vous voyez 48 000 quasiment de parcouru. Ce qui fait que l'écart se stabilise avec les concurrents derrière. Et vous voyez que Paul Meillat enroule tout le monde par le nord. Et le classement est extrêmement serré entre Paul Meillat et Justine Métro. La 10e de ce classement, parce que tout ce petit groupe se tient en 130 000, 140 000, enfin ça dépend des heures, là c'est un petit peu plus, mais c'est extrêmement serré. Mais Paul Meillat, avec cette option un petit peu plus nord, il a un peu plus enroulé que les autres, mais ça a l'air de bien marcher pour le moment, et il a l'air de devancer surtout Bayou et Lundven dans l'affaire, alors que Goodchild et Boris Herrmann, eux, sont partis dans la même stratégie. Donc parfois il faut savoir prendre des risques, et ce qui a été le cas de Paul Meillat. On va voir même un petit peu sa stratégie par rapport à ses petits camarades. Voilà, sur les dernières heures de course, vous voyez, il est parti totalement à l'ouest par rapport à ses petits camarades qui sont restés sur la zone d'exclusion. Il a récupéré un petit peu plus de vent à ce moment-là. Voilà, vous voyez, il va un petit peu plus vite que les camarades derrière. Et ensuite, il les a surtout en fait contournés par le nord. Et ça a plutôt bien marché pour le moment. Lundven Bayou 6-7, Jérémy Bayou qui fêtait la nouvelle année également. Et puis Sam Goodchild, Boris Herrmann et Justine Métro. Clarisse Kremer à la porte du top 10. Donc dans ce petit groupe qui s'est fait rattraper par Samantha Davis. Hein, vous voyez, Clarisse Kremer 175 000, 161 pour Benjamin Dutreux. Autant vous dire qu'ils n'ont pas fait une très grande journée hier. Et à ce petit jeu-là, hop hop, c'est Samantha Davis qui en a profité, parce qu'elle était dans du vent plus fort, tout simplement, sur les derniers jours de course. Et vous voyez, autant eux sont restés bloqués dans la molle, voilà, autant elle, a continué d'avancer dans des conditions extrêmement toniques
ce qui lui a permis de revenir sur les deux camarades de devant qui, eux, étaient un petit peu bloqués. Voilà, et ce qui fait que Samantha Davis, maintenant, s'est rapprochée et est revenue dans le match avec Clarisse Kremer et Benjamin Dutreux, alors qu'il y a un moment, elle avait quand même pas mal de retard au niveau du point Nemo. On retrouve ensuite Romain Attanasio, Damien Seguin, des bonnes journées pour eux, 401 000 pour Romain Attanasio, 434 pour Damien Seguin, qui est même le bateau le plus rapide en ce moment du côté du groupe Apicil. Et puis on retrouve ensuite Jean Le Cam, toujours en avant Jean Le Cam, avec son bateau à dérive droite, 302 000 de parcouru. Il va peut-être même battre le record d'un bateau à dérive droite sur un Vendée Globe. Parce que ça devait être lui qui devait détenir le record. Ah non, c'était Gabard. C'est donc 76 jours, quelque chose comme cela. Est-ce qu'il arrivera à faire mieux que 76 jours? Ah, pas sûr, parce qu'il y a quand même 3600 000 de retard. Non, c'est pas sûr qu'il batte le record de François Gabard avec un bateau à dérive droite. Du côté de Jean Le Cam, derrière, donc toujours le groupe Roura, Joschke, les deux qui ont eu quand même pas mal de problèmes avec Pédoté. Donc ce petit groupe-là, c'est vrai. Joschke, donc c'est problème de foil, Roura, c'est problème de voile, Pédoté, c'est problème de safran. C'est un petit peu le groupe des éclopés, voilà, dans ce petit groupe-là. Donc, ce qui fait que Jean Le Cam, en passant en plus un peu plus sud, a réussi à les devancer. Puis derrière, toujours la course au ferré. J'ai envie de dire qu'il fait la course au Jean Le Cam, mais Benjamin Ferré, pardon, a toujours un petit peu d'avance sur Tanguy le Turquet notamment. C'est aux alentours de 157 000, voilà précisément, par rapport à Tanguy le Turquet, qui est juste derrière. Et puis ensuite, on retrouve Sébastien Marseille. Entre Tanguy le Turquet et Sébastien Marseille, il y a également 50 000 de différence. Et puis après, un petit groupe avec Éric Bellion, avec Louis Duc également, avec Violette d'Orange, Kojiro, Charachi, Arnaud Boissière. Et puis vous avez Guirec Soudé, qui a fait également une très belle journée. Guirec Soudé avec 321 000, qui est revenu un petit peu de l'arrière, et qui est repassé surtout devant Conrad, qui est pas très loin de Conrad Coleman. Il est même repassé devant pour la 28e place. Derrière, on retrouve à la 30e place, dans un no man's land, Oliver Air, parce que lui, il est vraiment... Alors, il est bloqué dans cette zone-là depuis au moins 5 jours. Si on prend un petit peu en arrière, ça fait depuis longtemps qu'il n'a pas eu des grosses journées de navigation. Ce qui était pour lui, c'est qu'il voit ce petit groupe-là s'envoler. Bon, Antoine Cornic a un peu du mal à se rapprocher, mais il voit surtout Jin Kunshu énormément se rapprocher depuis quelques heures. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Oliver Air, qui arrive à tenir pour le moment le top 30. C'est pareil pour Antoine Cornic, parce que Jin Kunshu est en train de revenir. 184 000 seulement de parcouru, et Oliver Air, c'est 209 000, donc c'est pas foufou. Et Jin Kunshu, très belle journée du concurrent chinois, avec 354 000 de parcouru sur les 24 dernières heures. Et vous voyez, il est vraiment revenu sur les concurrents de derrière, du côté de cette entrée du Pacifique, où il a été très bon. Il a réussi à prendre cette dépression, ce qui n'ont pas pris Cornic et Oliver. Alors, Oliver Air ne pouvait pas la prendre, et ça l'a poussé vraiment, et il a réussi à la tenir longtemps, plusieurs jours, cette dépression, pour se retrouver au sud d'Antoine Cornic. Derrière, donc, on retrouve Manuel Cousin, qui va un petit peu moins vite que Fabrice Amédéo, 70 000 d'écart plutôt. Et puis derrière, Denise Van Wingberg qui clôture ce classement. On regarde tout de suite les statistiques sur les 24 dernières heures. C'est Damien Seguin donc, qui a fait le plus de 1000 devant Samantha Davis. On retrouve en 3 Romain Attanasio. 4, Benjamin Ferré, donc premier bateau à dérive droite qui va vite, malgré les soucis du côté des icebergs. Juste devant Jin Kunshu, qui est dans le top 5 de ce classement. Donc le concurrent chinois, c'est que la deuxième fois où il est dans le top 10, donc vraiment très bien pour lui. Alan Roura, Paul Meillat, donc qui fait une belle journée en remontant au-dessus des autres, et qui est le seul du top 10 à être dans ce classement. Donc c'est pour vous dire aussi, très belle journée sur Biotherm de Paul Meillat. Ça fait déjà depuis 4-5 jours. Cette fin de Cap Horn en ce moment fonctionne bien du côté de Paul Meillat. Et puis Guirec Soudé, Isabelle Joschke et Tanguy le Turquet qui clôture ce classement. Du côté de l'écart entre le dernier et le premier, nous sommes à 7500 milles, ce qui représente 14 000 km. Et l'écart entre le leader et le détenteur du record, Armel Lecléache, eh bien ça s'est un petit peu réduit. On était aux alentours de 2500 km, on est désormais à 2000 km, c'est-à-dire 1079 000 nautiques précisément. Voilà pour ce classement.
Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!